Donc, dernière intervention de la journée. Cécile, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc, je le disais, le commerce holistique, grosse promesse. Hein. Oui, donc, qu'est-ce que c'est que ce commerce du futur holistique? Alors j'avoue, le terme est peut-être un petit peu barbare, un petit peu philosophique. En fait, ça veut tout simplement dire le commerce sous toutes ses formes. C'est-à-dire que le commerce, ça dépasse les 4 murs fonciers. Aujourd'hui, le commerce, il est partout. Ouais. Il est sur son canapé, sur son lit, sur son smartphone. Dans sa gare. Il est dans la gare. Il est à peu près partout. Il prend toutes les formes. Et je voulais qu'on brosse un petit peu le tableau de ces nouveaux commerces protéiformes, donc commerce holistique. Super, bon bah parfait, on vous écoute. Alors, donc, ce qui se passe avec les slides, c'est que on va surtout avoir des images. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commenter ce qui a été écrit. Comme ça, déjà, ce sera plus sympa parce que vous n'alliez pas les lire de toute façon. Alors, juste pour replanter un petit peu le décor, hein, les chiffres du commerce en France en 2018, on connaît la situation, c'est quand même compliqué. L'évolution du commerce spécialisé, moins 3,3%. Consommation des ménages, presque moins 2%. Fréquentation des centres commerciaux, moins 1,7%. Climat des affaires, quasiment moins 7%. On l'a compris, on n'est pas dans une époque florissante, que ce soit en termes de fréquentation, de flux et de consommation. Les retailers sont confrontés à ça, que ce soit les centres commerciaux ou les commerçants indépendants. Il faut trouver des solutions pour redonner envie aux clients de se déplacer en magasin. D'autant plus que y a un gros concurrent qu'on connaît tous, c'est Amazon, mais pas que. Il y a quand même le e-commerce en général qui prend de plus en plus de place, même si c'est que 14%. Ça n'est que 14%, mais ça sera peut-être 20% d'ici 5 à 10 ans. Donc c'est un vrai danger, il faut se repenser. Donc la définition du commerce holistique, je viens de vous la donner. Pour moi, ça veut dire juste le commerce qui est un tout, et tout fait commerce, et le commerce est dans tout. Alors, pour illustrer ça, alors je ne sais pas comment ça marche, donc voilà. Alors j'essaie d'avancer, mais ça n'avance pas. Ah, c'est l'ordinateur. Mais alors ça sert à quoi? Excusez-moi. Ah, c'est... Oh là, ok. Alors effectivement, c'était... Ok, c'est moi qui suis nulle. Voilà, donc première image. Ah, il y a des écrans partout, c'est futuriste. Donc première image, c'était un exemple du magasin Adidas à La Défense, qui est son flagship, on va dire, et qui organise des événements. Et c'était pour illustrer le concept de tiers-lieu, hyper-lieu. Le commerce devient un lieu d'animation, un lieu où on invite des DJ, où on fait de la personnalisation, on fait des cours, on crée un lieu de vie, quoi. Parmi ces autres lieux de vie, je voulais prendre en exemple les terrasses du port, le centre commercial qui se trouve à Marseille. Alors c'est intéressant comme exemple parce que c'est vraiment un centre commercial qui a été énormément travaillé comme un lieu de vie justement, où la restauration tient une place importante. On y organise des after-work, on y organise des concerts, on y organise toute une sorte d'événements tout au long de la semaine. Il suffit de regarder le planning sur le site internet du centre commercial pour voir que tous les soirs, il y a une soirée filles, une soirée rugby, une exposition, un concert. Et ça, c'est finalement la nouvelle vie des centres commerciaux, de devenir des lieux de vie plus que des lieux de shopping. Hop. Le commerce, toujours hors des murs, c'est ces concepts de centres commerciaux à ciel ouvert que je trouvais assez intéressant. Vous avez peut-être entendu parler de frais et du concept de shopping promenade. Alors ça s'articule autour de 3 grands axes. En fait, c'est une offre plurielle, c'est-à-dire beaucoup de magasins et un lieu de vie, un cadre agréable et puis un endroit où on crée du loisir. Alors,
quel est l'objectif de ces centres commerciaux à ciel ouvert? Ils le disent, c'est créer des lieux de flânerie où finalement l'objectif n'est pas tant d'aller acheter, mais de se retrouver, de faire une sortie en famille avec les enfants. On a des activités pour les enfants, on a des loisirs, on peut aller s'y restaurer, on peut juste passer du temps, flâner, se promener et accessoirement acheter, qui est effectivement l'objectif final, mais on détourne un petit peu le centre commercial de son objectif pour redonner vie à ces endroits et pas juste en faire des grosses boîtes pour vendre en fait. Alors, justement, j'en parlais en préambule, le commerce sans les murs, évidemment, c'est le e-commerce. Donc, j'ai parlé d'Amazon, en particulier parce que Amazon commence à à avoir des initiatives qui inquiètent un peu les retailers, notamment Amazon se rapproche des petits producteurs. Il a créé un espace petits producteurs sur son site internet. On voit qu'il y a une forme de désintermédiation. On voit que le commerce peut se faire ailleurs et on se disait toujours que le commerce local ne peut se faire qu'en local sur les marchés, dans les petites boutiques, chez les indépendants. Et puis on se rend compte qu'un géant du web, une multinationale comme Amazon, peut récupérer ça aussi. Il peut aussi s'approprier cette part de marché. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur et qui interroge. Et là, on se dit, en tant que commerçant, quelles sont les stratégies à trouver pour contrer cette concurrence et finalement pour apporter de la valeur ajoutée face à ces nouvelles offres. Alors la question que, hélas, tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y aura une fin au magasin? Alors là, je vais vous commenter parce qu'évidemment, c'est illisible. Alors, on dit que le potentiel du commerce vocal, par exemple, tout ce qui est Alexa, Google Assistant, ça va être 40 milliards de dollars d'ici 2022. C'est-à-dire que vous commanderez votre pizza directement à Alexa ou vos couches Pampers directement à Google Assistant et vous n'aurez plus besoin de vous déplacer en hypermarché. Et alors, les catégories les plus touchées, ça sera l'épicerie, le divertissement, l'électronique et le vêtement. Donc ça pose question. On voit aussi également l'essor des en fait c'est digitally native vertical brand. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont ces marques qui se créent sur internet et qui parlent directement aux consommateurs et qui ne passent plus par le magasin. Alors ça c'est intéressant parce que là j'ai pris l'exemple du slip français qui est un peu la success story à la française. Ils ont un concept hyper bobo branché et ça a cartonné, c'est né sur le web, ça n'est pas distribué sur Amazon. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'à la question est-ce que c'est la fin du magasin, et ben ça démontre que non, c'est pas la fin du magasin. Pourquoi? Parce que l'exemple du slip français, c'est une marque qui s'est créée sur le web, c'est vrai, mais qui n'est pas distribuée par Amazon. Donc déjà, c'est une concurrence à Amazon. Ensuite, après s'être fait connaître sur le web, avoir créé son identité de marque sur Internet auprès d'une communauté d'internautes, ils se sont mis à ouvrir des boutiques. C'était, on va dire, la step 2 de leur stratégie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand on est une marque digital native, eh ben, on a toujours en tête l'objectif d'ouvrir un magasin in fine. Ils ont commencé par des corners dans les grands magasins assez sélectifs du type Galeries Lafayette, Le Bon Marché ou le BHV. Ensuite, face au bon chiffre d'affaires, bon chiffre de vente, ils se sont investis dans des boutiques physiques et ils en ont 15, 16 aujourd'hui et ils vont continuer. Donc c'est quand même, ça répond en tout cas à cette question, est-ce que avec tout cet arsenal digital, est-ce qu'on va juste faire ses courses depuis sa salle à manger? On peut, c'est vrai, mais on voit bien que dans les stratégies déployées par les marques, eh ben, c'est pas ça qui est en train de se profiler. Donc à la question, la fin du magasin, eh ben non, a priori, on n'y est pas. Alors on n'y est d'autant pas que, eh ben, il y a quand même quelque chose qui est important dans le magasin, c'est le vendeur. Alors, vendeur virtuel, vendeur réel. C'est vrai qu'on a souvent dit que tôt ou tard, les robots prendraient la place des vendeurs et que tout pourrait être automatisé. Et là, on a l'exemple d'un petit paper. Au Japon, ça se fait. Chez Nespresso, vous avez un robot qui fait l'accueil ou qui vous demande comment ça va.
en France, on a quelques, on va dire, tentatives. Carrefour, là c'est le cas de Carrefour, mais Darty aussi avait pris un petit robot Nao pour faire l'animation. En fait, on est plus dans du gadget et de l'animation que dans un remplacement de la fonction de vendeur. Alors pourquoi? Parce que c'est pas, alors oui, alors il y a l'exemple effectivement du tout digital. Là, effectivement, c'est l'exemple, le concept store de Casino, le 4 Casino. Je ne sais pas si vous y êtes allé, c'est sur les Champs-Élysées. C'est un petit peu le laboratoire d'innovation de Casino. Alors là, eux, ils sont passés en tout digital. Donc on peut se dire, c'est possible. Effectivement, c'est possible. D'ailleurs, c'est assez intéressant. On peut voir comment est-ce que on se retrouve dans un magasin à faire ses courses, à parler à des écrans et tout va très vite, tout est très fluide, tout est très technophile. En revanche, il manque quand même cet aspect humain. Et d'ailleurs, Casino ne développe pas spécifiquement les 4 casinos partout. Il n'a pas une stratégie d'expansion de ce concept full digital. C'est vraiment un laboratoire de toutes les nouvelles technologies où il teste en fait les choses qui fonctionnent, les choses qui ne fonctionnent pas. On en revient aux vendeurs. Voilà pourquoi le magasin ne va pas mourir et voilà pourquoi les robots ne vont pas remplacer les vendeurs. Parce que les vendeurs aujourd'hui, ils ont plus tout à fait la même fonction qu'avant, qu'hier. Hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent plus se contenter de vous dire bonjour, au revoir, qu'est-ce que vous voulez. On se rend compte que dans les nouveaux concepts de magasins, ils sont littéralement multicasquettes. Là, c'est un exemple on ne s'en rend peut-être pas trop compte, mais c'est le Tech Lab de Leroy Merlin. Technoshop de Leroy Merlin à Ivry-sur-Seine. Ça a été lancé en 2017, me semble-t-il, et on y fait en fait des ateliers de bricolage. Et ce sont une partie, en tout cas des animateurs, pas tous, mais une partie sont des vendeurs, sont des collaborateurs de l'ancienne qui dédient 20% de leur activité à la formation avec les clients. Et on est vraiment là, ce concept est dédié aux makers, c'est-à-dire tout ce qui est économie de partage, où on partage son savoir-faire, on partage ses compétences. Et là, finalement, le vendeur, comme le commerce sort de ses murs, le vendeur sort de son rôle de simple commercial, il devient animateur, il devient coach. On voit d'autres concepts de magasins où le vendeur se retrouve, par exemple dans les enseignes de sport, coach sportif, il va faire des footings avec les clients. Quand ce sont des enseignes spécialisées dans la cuisine ou les ustensiles de cuisine, eh bien, ils vont faire des démonstrations culinaires. Ce sont des vendeurs qui ont des profils de plus en plus spécifiques, passionnés, et il faut ça parce que les consommateurs, eux, ont des profils de plus en plus de spécialistes, on le dit. C'est souvent quand on fait des enquêtes sur les vendeurs en magasin, la première chose qu'ils disent, nous, notre gros problème, c'est que quand les clients arrivent, ils en savent plus que nous sur les produits, ils en savent plus que nous sur l'histoire d'une marque, ils ont été sur Internet, ils se sont renseignés, et quelque part, on ne sait pas trop comment les aider. Mais du coup, ça pose question sur qu'est-ce qu'un vendeur aujourd'hui? Un vendeur, ça doit être quelqu'un qui doit être pas forcément un sachant, mais un accompagnant, un animateur, et en tout cas, quand c'est sur de la distribution spécialisée, quelqu'un d'assez passionné pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée qui n'était pas forcément... Alors ça peut être de l'expertise sur de la technologie, mais ça peut être aussi du savoir-faire, ça peut être aussi de la compétence, comme ce qui expérimente Leroy Merlin, et d'ailleurs avec succès, puisque l'initiative qui devait à la base ne durer que 3 mois existe toujours. Donc c'est quand même que ça marche et que ça plaît aux clients. Alors le consommateur, justement, c'est la question, qu'est-ce qu'ils veulent les consommateurs? Parce que là, moi, j'ai parlé des vendeurs, j'ai parlé des centres commerciaux, des commerçants. La question, quand même, c'est de savoir ce qu'attend le consommateur. Alors,
Justement, on se disait, mais avec le e-commerce, est-ce qu'ils vont encore vouloir prendre la peine de se déplacer en magasin, les clients? Alors, on va se poser la question, par exemple, des jeunes générations. On sait qu'ils n'aiment pas trop fréquenter les hypermarchés. Pousser le caddie le samedi après-midi, c'est pas du tout leur truc. Ils sont pas très très présents dans les boutiques. On peut se dire que eux, et ils sont surtout hyper connectés, hyper sur leur smartphone, hyper digitaux, digital native, c'est pas pour rien. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire de cette génération de consommateurs? Comment est-ce qu'on va les séduire? Comment est-ce qu'on va les toucher? Eh bien, il y a des études qui ont été faites, notamment l'Observatoire CTLM il y a 2 ans, et puis Amerson, le groupe La Foncière, qui a remené cette année le même sondage, sont arrivés au même résultat. Les millennials, les 18-35 ans pour faire très large, eh bien, ils sont 57%, donc presque 60% de moins de 25 ans à aimer aller dans les centres commerciaux. Donc, bonne nouvelle, ça veut dire que ça leur plaît, même s'ils n'achètent pas parce qu'ils n'ont pas forcément le pouvoir d'achat, ils aiment encore fréquenter le centre commercial, ils aiment qu'on leur présente des concepts innovants, ils aiment qu'une marque leur parle et leur parle dans une boutique, et ils aiment le parcours d'achat et en tout cas le lieu de rencontre qu'offre le centre commercial. Et ça, c'est quand même une piste positive dans un contexte économique plutôt négatif qui pousserait à être pessimiste. On se dit, bon, voilà un signal plutôt faible mais positif. L'attachement des Français en général au magasin physique, c'est 90% des ventes. C'est-à-dire que quand même, dédramatisons, le e-commerce aujourd'hui, c'est 14%. Ça veut dire que tout le reste se fait dans le magasin. Et quand on parle d'attachement des Français au magasin, il est réel. C'est-à-dire que qu'est-ce que recherchent les consommateurs quand ils vont dans un magasin? Eh bien, ils veulent voir, ils veulent sentir, ils veulent toucher le produit, ils veulent, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être interagir avec des vendeurs qui sont plus que des vendeurs. En tout cas, ils ont besoin d'appréhender l'objet qu'ils vont acheter, et c'est d'autant plus vrai si ce sont des objets de luxe, évidemment, ou des objets avec une valeur faciale assez élevée, ou des objets affectifs. On dit toujours que, il est sous mes feuilles, mais que le smartphone, c'est un produit affectif. Il y a des choses comme ça, les vêtements peuvent être des produits affectifs. On met parfois une valeur affective dans les produits de consommation et on a envie de les toucher, on a envie de les voir. On n'a pas juste envie d'aller sur Internet. D'ailleurs, ça me fait penser à l'un des fondateurs du slip français qui racontait que finalement, il n'y avait pas tant d'hommes que ça qui achetaient leurs caleçons sur Internet, bizarrement. On sait que les hommes ne sont pas très portés sur le shopping. Enfin, je ne veux pas faire de clichés sexistes, mais d'une façon générale, c'est quand même pas eux qui font les boutiques. Et bien finalement, c'est pas sur Internet qu'ils vont acheter leurs caleçons, et ça a vraiment décollé avec les boutiques physiques, et ils ont fait une déclinaison de modèles et de couleurs à partir du magasin. Donc il y a quand même des objets qu'on a besoin de voir et d'appréhender dans la vie réelle. D'ailleurs, autre chiffre assez parlant, le web effectivement fait partie de nos vies et de nos habitudes de consommateurs. 33% des consommateurs commencent par faire des recherches sur le web, on l'a dit, on arrive expert, on s'est renseigné, on a été trouver toutes les infos possibles et imaginables sur notre produit, mais on finalise la vente en magasin pour confronter l'image qu'on s'en est faite derrière l'écran avec la réalité. Est-ce qu'on a le même coup de cœur derrière l'écran qu'en vrai? Est-ce que le vendeur va réussir à nous mener à l'acte d'achat? Voilà, ce parcours d'achat, il commence sur Internet et il finit majoritairement, quand même, les chiffres parlent en tout cas pour nous, c'est pas juste de la prédiction, en magasin. Alors, je voulais vous donner quelques exemples de boutiques qui marchent très bien et qui illustrent mes propos.
C'est quand même plus sympa quand on peut avoir des exemples concrets que de rester dans la théorie. Alors parlons de ma première cible, on va dire spécialisée, les jeunes, les 18-35. Alors l'enseigne Bonobo, par exemple, vise cette cible de consommateurs qui est difficile à appréhender, justement hyper connecté, pas très fidèle, mais qui est capable d'avoir des coups de cœur. Et la marque Bonobo, elle a vraiment fédéré une communauté. D'ailleurs, ils appellent ça la tribu Bonobo. Alors, qu'est-ce que c'est le discours de Bonobo? C'est un discours assez porté sur les valeurs environnementales. D'ailleurs, dans leur flagship parisien, il y a un arbre de 6 mètres de haut, fait de bois et de jean, qui est censé symboliser justement cet engagement. La marque travaille avec plusieurs ONG environnementales. Elle a un discours qui est en phase avec ce qu'attendent les jeunes, avec ce qu'attend la jeunesse. Il y a quand même eu la marche pour le climat dimanche dernier. On sait que les jeunes générations aujourd'hui sont plus engagées peut-être que les nôtres et celles d'avant, en tout cas sur ces questions de protection de la planète. Et une marque comme Bonobo, qui ne date pas d'aujourd'hui, ça fait déjà une dizaine d'années qu'ils existent et qui sont très actifs. Donc ils ont su être précurseurs, ils ont su sentir en tout cas cette aspiration des 18-35, et ça fonctionne et ça se concrétise. En plus, ils ont l'avantage d'avoir des petits prix, donc ça cible bien aussi les consommateurs qui n'ont pas beaucoup d'argent à 18 ans. C'est plutôt une réussite et c'est plutôt une bonne initiative. À l'opposé, c'est mieux si vous le voyez en même temps que moi, à l'opposé, la cible des seniors. Quand je disais tout à l'heure que pourquoi les Français, 90% finalisent leur vente dans le magasin, parce qu'ils aimaient voir, toucher, etc., et bien ça concerne 70% des seniors. C'est-à-dire que les seniors ont besoin, eux, d'avoir cette valeur du magasin, ont besoin de voir les produits, ils ne sont pas très connectés, en tout cas certains certainement, mais en tout cas la majorité aime fréquenter les magasins, et c'est quand même pas mal de s'adresser à eux précisément, comme on s'adresse aux jeunes, aux millennials. Et les seniors ont des besoins spécifiques, on le sait, d'autant plus que c'est aujourd'hui une grande partie de la population, enfin une grande partie, c'est une partie en tout cas qui est amenée à grossir dans la population française et à rester longtemps, en tout cas active en termes de pouvoir financier. Alors, pourquoi est-ce que je parle de Bien chez moi? Bien chez moi, c'est un concept lancé par le groupement des mousquetaires. Donc, c'est Intermarché. Bien chez moi est un magasin pilote qui se trouve dans la galerie marchande d'Intermarché à Flers, dans l'Orne. Ce magasin donc, est complètement centré sur le concept du bien vieillir. Donc on a différents espaces, à la fois non alimentaires et spécifiques. On a un petit peu d'alimentaire aussi. Donc le non alimentaire, mais on a des cosmétiques, on a des choses dédiées vraiment aux besoins des seniors, à les accompagner dans leur quotidien. On n'a pas que des produits, on a aussi des ateliers, on a de la sophrologie, on a des ateliers sur comment bien dormir, comment bien maîtriser Internet aussi. Donc on est vraiment, on apporte plus, encore une fois, c'est ce qu'on disait au début, que du produit sur des linéaires ou sur des étagères. On apporte plus que quelque chose qu'on achète, que quelque chose de mercantile. On apporte une forme d'art de vivre et on cible un besoin. C'est-à-dire qu'on n'est plus juste on veut vendre à une cible, c'est on veut répondre à un besoin, on va répondre à une attente d'un segment de la population et on va essayer de comprendre comment on peut améliorer leur quotidien sur tous les pans de leur vie. Donc Bien chez moi. Alors il était quand même difficile de parler de magasins et de concept retail sans parler d'intégration du digital dans ces magasins. C'est vrai que pour parler justement aux consommateurs et cibler au plus précisément leurs besoins, eh ben, le digital, là,
peut s'avérer être un vrai outil, une vraie arme. Les centres commerciaux l'ont déjà compris, hein, ils récupèrent la donnée client, ils en profitent pour pousser des offres, pour pousser des promotions, pour vous inviter à des événements, à des ventes privées. Il y a tout un travail qui est fait actuellement sur la donnée. Alors des fois, ça peut être perçu comme une intrusion dans la vie privée. Il faut un petit peu mesurer jusqu'où on peut aller avec la data. Mais en tout cas, ça sert à une chose, très concrètement, à personnaliser le parcours d'achat et à vous orienter vers ce qu'on pense être l'offre la plus adaptée à vos besoins. Et pour ça, le smartphone reste l'outil le plus adapté, on va dire, à ce ciblage personnalisé. Et c'est ce qu'essaient en tout cas de faire dans un premier temps les centres commerciaux, dans un deuxième temps les enseignes. Ce qui serait idéal, c'est que ces deux entités arrivent à travailler ensemble de façon harmonieuse et partagent leurs données pour avoir des stratégies coordonnées. Mais on sait que c'est compliqué, ils y travaillent, mais ce n'est pas encore tout à fait ça dans le dialogue, on va dire, entre les enseignes et les centres commerciaux. Alors, la personnalisation du parcours d'achat, on l'a compris dans les centres commerciaux. Les marques, elles, l'ont intégré depuis longtemps, notamment les marques de luxe et même les marques haut de gamme, ce qu'on dit premium avant le luxe. La personnalisation des produits, ça c'est vraiment une tendance retail qui est très très importante. Aujourd'hui, on veut bien se déplacer en magasin, mais à la fois pour avoir un accompagnement personnalisé et à la fois pour avoir un produit, comme on dit, qui me ressemble. C'est-à-dire que je veux bien avoir ce produit-là, mais j'ai envie qu'il ait mes initiales, ou je veux bien offrir cette pochette en cuir, mais je voudrais qu'il y ait un petit mot personnalisé pour la personne à qui je l'offre. Et ça, c'est une tendance qui se dessine de plus en plus dans le retail, dans la grande consommation. Alors là, j'ai pris un exemple dans la maroquinerie, mais Nike le fait et le fait de plus en plus. Aux États-Unis, il a même créé un magasin en Floride dédié à juste les personnes qui habitent dans le quartier, où il fait de l'hyper-personnalisation par secteur d'habitation. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller. Et d'ailleurs, Nike, qui va ouvrir un nouveau concept à Beaugrenelle en mars, devrait justement encore plus axer sur la personnalisation, à découvrir. Je ne sais pas encore de quoi il va retourner, mais je sais que ça va arriver et c'est vraiment une vraie tendance. J'en arrive à ma conclusion finalement de ce commerce holistique. Comment s'en sortir, comment faire pour être ce commerce qui est partout, qui est dans tout, qui peut prendre toutes les formes, comment se démarquer par rapport aux concurrents. Eh bien, la meilleure façon de continuer à réaliser du chiffre d'affaires, eh bien, c'est d'affirmer son identité. Alors, c'est facile de dire ça, vous allez me dire, mais après, comment on fait ? Eh ben, comment on fait ? Eh ben, on a plusieurs exemples. J'ai essayé de trouver des exemples dans un peu tous les secteurs pour pas ne faire qu'un secteur d'activité par rapport à un autre. J'ai pris par exemple Franprix. Franprix, pourquoi est-ce qu'il affirme son identité ? Parce qu'il affirme un parti pris. Il affirme un parti pris en créant des concepts de magasins ultra ciblés. Mandarine, Noé, ce sont des concepts ciblés population urbaine, parisienne, un peu bobo, parfois, enfin, si on peut dire bobo, mais en tout cas avec des concepts axés sur le bio, faits pour les gens qui travaillent actifs. On a des espaces de restauration le midi, on a des salades bars. Les vendeurs, ils sont plus derrière leur caisse, ils déambulent dans les couloirs, ils vous aident à la caisse, dans les caisses tactiles, ils vous accompagnent dans le magasin. On a un concept Noé qui est presque uniquement dédié au bio, où on a beaucoup de choses proposées en vrac. On a des partis pris. Voilà. Si on prend Franprix Noé, on a le parti pris du bio. Donc ça va cibler les consommateurs du bio, mais au risque de perdre ceux que le bio n'intéresse pas, au risque de perdre les clients qui sont peut-être moins urbains, au risque de se couper d'une autre partie de la population, mais ils ont affirmé en tout cas leur concept et leur différence de cette façon-là.
Autre exemple, le mariage Fnac Darty, c'est un peu un exemple général sur toutes ces synergies qu'on peut nouer entre retailers et marques. Le mariage entre Fnac et Darty a particulièrement bien fonctionné, cette stratégie de synergie finalement qui paraissait pas évidente, eh bien elle a marché. Et on voit bien que cette stratégie de synergie, elle se généralise d'une façon assez poussée en ce moment dans le retail. On a des hypermarchés Auchan qui vont ouvrir des corners Decathlon boulanger. On a Carrefour qui va faire un partenariat avec Darty. On a de plus en plus de rapprochements entre enseignes. Un petit peu sur la loi de l'union fait la force aussi, hein, les acteurs du retail traditionnels se sont dit plutôt que d'être dans notre coin à voir nos parts de marché s'éroder, à voir notre fréquentation diminuer, on peut se regrouper, accumuler nos forces et puis proposer un concept, une offre plurielle. Je reprends le principe de Fray, l'offre plurielle, parce que c'est ce qu'attendent les consommateurs. On va à la Fnac, on va peut-être acheter des disques pour ceux qui achètent des disques ou des livres. Et en même temps, on peut avoir à côté un Darty qui nous vend des aspirateurs. Eh bien, tout est possible. En fait, c'est le concept finalement du tout spécialisé sous le même toit. On parlait de l'hypermarché comme du tout sous le même toit. Là, on a finalement rassemblé les boutiques spécialisées sous une même bannière. C'est finalement le concept du grand magasin, hein. Vous voyez le BHV, vous voyez les Galeries Lafayette, ça fonctionne hyper bien, le grand magasin fonctionne. Pourquoi est-ce que décliner par exemple à l'hypermarché, ça ne fonctionnerait pas? Il faut essayer et au moins ces retailers, bon voilà, essayent et on verra bien ce que ça donne. En tout cas pour l'instant ça marche bien. Troisième exemple, Yves Rocher. Alors pourquoi Yves Rocher? Parce qu'il fait partie du top 10 des marques préférées des Français tous les ans, inexorablement. Alors pourquoi ça fonctionne bien Yves Rocher? Bon, d'abord, hein, ils assument leur positionnement petit prix sur la cosmétique. Donc forcément, ça intéresse beaucoup de consommateurs. Et ensuite, ils arrivent à renouveler leur concept. Là, j'ai montré un exemple, le flagship des Champs-Élysées, qui a recréé un vrai parcours d'achat autour du territoire de marque. C'est-à-dire qu'on a toute l'histoire de la marque sur un magasin entier. Tout a été redessiné autour de l'identité de la marque. Quand je parlais d'affirmer son identité, ça, c'en est un exemple. On a à la fois du libre-service cosmétique, mais on a à la fois aussi des points beauté où on peut avoir des soins, on a un accompagnement client. En fait, ce magasin en particulier rassemble toutes les bonnes pratiques finalement qui attirent les clients en magasin et qui permettent à une enseigne de s'affirmer et de marquer sa différence, de marquer sa voix. Enfin, et avant que ce soit moi qui n'ai plus de voix, je voulais terminer par Ikea La Madeleine, qui va ouvrir bientôt, là, en mai-juin, son premier concept urbain. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça n'est pas du tout là qu'on attendait un spécialiste des grandes surfaces comme Ikea. Ikea qui fonctionne avec des grands entrepôts, qui fonctionne avec des grands espaces sur des milliers de mètres carrés. Et qui là décide d'aller place de la Madeleine sur 5000 mètres carrés. Alors en plus sur une offre, un assortiment totalement digital, c'est-à-dire que ce que vous pourrez acheter chez Ikea, ce sont des petits accessoires, mais dédiés pour les Parisiens. Donc du petit mobilier, de la décoration, des petits accessoires conçus pour les appartements ou les petites surfaces du cœur de Paris. Donc Ikea s'est coupé complètement finalement de sa clientèle habituelle
pour essayer de cibler une autre clientèle dans un autre format, avec une autre stratégie de vente, complètement digitale d'ailleurs. Et c'est assez intéressant de voir que même les gros peuvent se réinventer, en tout cas ont les moyens de se réinventer. Ça donne des exemples, ça donne des pistes d'évolution, et ça veut surtout dire que le commerce est loin d'être terminé, est loin d'avoir posé sa dernière pierre. Au contraire, il se reconstruit, et je pense qu'on peut être positif. Merci. Merci les courageux de m'avoir entendu. Merci Cécile. Tu peux reprendre ton souffle, c'était un sprint. Voilà. Donc merci beaucoup. Oui, on peut l'applaudir. Hein. Merci beaucoup, Cécile. J'ai tout dit en 10 minutes, non? Ouais, non, voilà, parce que je sais que tu as un train à prendre après. Donc voilà, donc tu étais un peu sous pression. Bon, super. Est-ce que vous avez une ou deux questions à poser à Cécile avant qu'elle ne s'évanouisse? C'est bon, c'est bon. Oui. Alors, attendez, on va vous faire passer un micro, madame. Allez-y. Le Ikea complètement digital, ça veut dire quoi? Qu'on va commander sur une tablette là? Oui. Alors en fait, c'est ça le concept. C'est qu'en fait, ne seront vraiment accessibles à l'achat que, comme je disais, quelques accessoires, éléments de déco, et le reste, c'est sur une tablette tactile. Voilà. Mais là, vous avez accès à l'ensemble de l'assortiment, et ça sera ensuite livré. Alors les modes de livraison seront différents selon l'endroit où vous habitez, sachant qu'ils ont aussi une prédilection pour la mobilité douce pour les Parisiens intramuros. Il faut savoir quand même que ce magasin s'adresse vraiment aux Parisiens intramuros, quoi, pour le... Oui, voilà. Absolument. Non, mais tout à fait, c'est le concept du catalogue externalisé. Voilà, exactement, c'est les 3 Suisses place de la Madeleine, quoi, voilà, dans un magasin. Absolument, il y a Métro, dans un autre genre, dans le Cash & Carry, fait la même chose avec un catalogue en ligne où vous avez 100 000 références, et dans le magasin, vous en avez 15 000. Voilà. Je ne vais pas dire de bêtises sur les chiffres, à vérifier. Bon, Cécile, on va te libérer. Merci beaucoup. Merci pour ta présentation et ton intervention. Olivier. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre attention. Et on se retrouve ici même demain matin, donc pour la 2e journée du Made et pour une 2e journée de conférence. Merci beaucoup. Bonsoir.